Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de monde, la prise de poids à la ménopause. Ah oui, Pour beaucoup, ça sonne un peu comme une fatalité, non? Une sorte de passage obligé. c'est un peu l'idée reçue en tout cas. C'est ça. Et les chiffres qu'on a sous les yeux, ben, ils sont assez parlants. On parle quand même de 60 à 70% des femmes qui prennent en moyenne 1,5 kg par an durant cette période. C'est énorme. C'est énorme. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, elle est simple. Est-ce que c'est vraiment inévitable? On va essayer de comprendre les mécanismes derrière tout ça et surtout de voir ce que la science nous dit sur les stratégies qui fonctionnent. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de tout de suite aller au-delà du simple chiffre sur la balance. Ah oui, Et oui, le vrai sujet, celui qui préoccupe vraiment les chercheurs, c'est le changement de silhouette. Les études décrivent très bien ce basculement d'une morphologie qu'on appelle en poire, avec la graisse sur les hanches, voilà, sur les hanches et les cuisses. exactement, à une morphologie en pomme, où tout se concentre au niveau du ventre. Et ça, c'est pas juste une question d'esthétique. C'est un enjeu de santé en fait. C'est-à-dire que cette nouvelle graisse, elle est différente. Elle est complètement différente. On parle de graisse viscérale. C'est celle qui vient entourer les organes. Sa proportion peut littéralement tripler. Elle peut passer de 5-8% à 15, voire 20% de la graisse totale du corps. Waouh. Et c'est une graisse qui est très active, qui libère des substances inflammatoires et qui fait grimper en flèche les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2. D'accord. Donc notre mission aujourd'hui, c'est bien ça, hein. On décortique le pourquoi pour ensuite se concentrer sur le comment. Tout à fait. Parce que toutes les recherches le disent, gérer son poids après 45 ans, ça obéit à de nouvelles règles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait gagner la partie. Alors, allons-y. C'est parti. Ok, plongeons dans la mécanique. Le point de départ de tout ça, si j'ai bien compris les sources, c'est la chute d'une hormone en particulier, les œstrogènes. On les associe beaucoup à la reproduction, mais en fait, leur rôle est bien plus large. C'est le chef d'orchestre de notre métabolisme pendant des dizaines d'années. Il faut vraiment voir les œstrogènes comme une sorte de bouclier. Un bouclier, carrément. Oui, un bouclier protecteur. C'est grâce à eux que le corps va stocker la graisse dans des zones moins dangereuses, comme les hanches. Mais leur action est plus profonde. Ils régulent l'appétit, ils maintiennent une bonne dépense d'énergie au repos et surtout, ils s'assurent que nos cellules répondent bien à l'insuline. L'hormone qui gère le sucre. Voilà, c'est un régulateur clé. Donc, quand ce bouclier hormonal disparaît, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la porte ouverte à tous les dérèglements. C'est exactement ça. Une véritable cascade métabolique se met en place. Premier effet, le plus visible, la redistribution des graisses. Le corps se met à stocker en priorité sur le ventre. D'accord. Il y a une étude de 2009 qui est fascinante là-dessus. Elle montre que ce changement de silhouette arrive même chez les femmes qui ne prennent pas un gramme sur la balance. C'est une réorganisation interne. C'est fou ça. Donc même sans prendre de poids, le risque pour la santé, lui, il augmente déjà. Précisément. Deuxième effet, plus insidieux, le métabolisme de base s'effondre. C'est-à-dire? On parle d'une baisse de 15 à 20%. Pour que ce soit concret, ça veut dire que votre corps au repos se met à brûler 200 à 300 calories de moins, chaque jour. Ah oui, quand même. C'est l'équivalent d'un croissant au beurre, en gros. Exactement. Le croissant que vous pouviez vous permettre avant sans conséquence et qui maintenant va directement au stock. Image très parlante. Et j'imagine que c'est pas tout. Non. Troisième effet opodytique, la fameuse résistance à l'insuline. La sensibilité des cellules diminue, là aussi de 15 à 20%. Du coup, le corps a plus de mal à faire rentrer le sucre dans les cellules et il le stocke plus facilement sous forme de graisse. La science est même en train de cartographier ça de manière très précise, avec des études qui identifient les marqueurs sanguins de cette transition. Et en plus de cette tempête hormonale, il y a un autre phénomène qui s'accélère, une sorte de voleur silencieux de notre métabolisme, la perte de masse musculaire, la sarcopénie. Oui, et ça c'est une pièce maîtresse du puzzle. Les femmes peuvent perdre entre 0,5 et 1% de leur masse musculaire chaque année après la ménopause. C'est énorme. C'est énorme, et le muscle, il faut bien comprendre, c'est notre fournaise métabolique. C'est la chaudière en quelque sorte. La chaudière, voilà. C'est un tissu qui brûle des calories en permanence, même quand on dort. Donc, moins de muscles, Métabolisme plus lent, c'est un cercle vicieux. un cercle vicieux terrible, on prend du poids plus facilement, on a moins d'énergie pour bouger, donc on perd encore plus de muscles, etc. Et les conséquences sont pas que métaboliques, bien sûr. C'est une perte de force, d'équilibre, un risque de chute plus élevé. J'ai même lu ce terme, l'obésité sarcopénique. Ça fait un peu peur.
Ça décrit la pire combinaison, un excès de graisse qui coexiste avec une très faible masse musculaire. C'est extrêmement délétère pour la santé. Et c'est là qu'on arrive à un point qui m'a vraiment interpellé dans les sources. Ça concerne les protéines. On entend souvent qu'il faut en manger avec modération, mais là, les recommandations changent radicalement. Radicalement, c'est le mot. Le classique 0,8 g de protéines par kilo, c'est complètement dépassé pour cette période. Le consensus scientifique aujourd'hui, c'est qu'il en faut beaucoup plus. C'est-à-dire? On est plutôt entre 1,2 et 1,6 g par kilo. C'est presque le double. Et le paradoxe, c'est que souvent, l'apport en protéines diminue juste au moment où le corps en a désespérément besoin pour lutter contre cette fonte musculaire. C'est un vrai changement de paradigme. Complètement. Ok, donc hormones, muscles, mais ce n'est pas tout. Les analyses pointent aussi d'autres facteurs qui viennent, en quelque sorte, jeter de l'huile sur le feu. On peut les résumer? Bien sûr, il y a d'abord le cortisol, l'hormone du stress. Ah oui, Les symptômes de la ménopause, les bouffées de chaleur, les insomnies, l'anxiété, sont des stresseurs chroniques. Le corps répond en produisant plus de cortisol. Et le cortisol, il a deux effets pervers. Il favorise le stockage de la graisse sur le ventre. pile là où on n'en avait pas. Et pour ne rien arranger, il dégrade le muscle. C'est un double penalty. Redoutable. Et au niveau de la faim, de l'appétit, ça change aussi? Ça aussi, ça se dérègle. Notre cerveau devient plus résistant à la leptine, l'hormone de la satiété. Donc on se sent moins vite rassasié. Exactement. Il faut manger plus pour avoir le même sentiment. Et en même temps, la gréline, l'hormone de la faim, elle peut augmenter, surtout si on dort mal. Ce qui nous amène au sommeil, j'imagine. Mal dormir, ça dérègle tout. Les hormones de la faim, l'insuline, le cortisol. Il y a même une stat qui fait réfléchir. Dormir moins de 7 heures par nuit peut doubler le risque d'obésité abdominale. Waouh! C'est une liste impressionnante. On a l'impression d'être face à une tempête parfaite, où tous les facteurs vont dans le même sens. Ça a de quoi être un peu décourageant. C'est vrai que le tableau peut sembler sombre. Mais j'imagine que si on comprend si bien les causes, on a aussi des leviers d'action très ciblés pour inverser la tendance. Alors, par où on commence? Que faire concrètement? On commence par la fondation. La réponse directe aux deux problèmes centraux. La perte de muscles et le métabolisme qui ralentit. Et là, j'imagine que les recherches sont assez claires. Ah oui, unanime. Le duo gagnant, c'est protéines et musculation. On l'a dit, on vise 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo. Et l'entraînement en résistance, la musculation, c'est décrit par tous les experts comme non négociable. Non négociable. C'est l'outil le plus puissant pour forcer le corps à construire et à maintenir ce muscle si précieux. Et les résultats vont au-delà du poids. J'ai vu cette étude de l'université d'Exeter qui m'a marquée. En 12 semaines de musculation, les participantes ont amélioré la force de leurs hanches de 19%, leur flexibilité de 21%. Ce sont des gains énormes. Mais le plus touchant, c'était le commentaire de la chercheuse qui disait que le gain le plus spectaculaire, c'était la confiance en soi que ces femmes avaient retrouvée. C'est un point absolument fondamental. On ne parle pas juste de brûler des calories, on parle de se sentir forte, capable, résiliente. C'est un investissement pour son autonomie future. D'accord, la musculation, c'est la base. Mais pendant des années, on a beaucoup parlé de cardio pour perdre du poids. Est-ce que c'est toujours valable, Eve? Excellente question. Le cardio a ses vertus pour le cœur, bien sûr. Mais pour s'attaquer aux problèmes spécifiques de la ménopause, il y a un autre outil qui s'est révélé bien plus efficace. Le fameux HIIT. Le fameux HIIT, l'entraînement par intervalle à haute intensité. Le principe est simple, on alterne des efforts très courts mais très intenses avec de la récupération. Par exemple, Par exemple, 30 secondes de sprint, 1 minute de marche, et on répète. Et les bénéfices sont parfaitement ciblés. Ça attaque la graisse viscérale, ça améliore la sensibilité à l'insuline, ça préserve le muscle, et c'est très efficace en termes de temps. 20-30 minutes, c'est ça? C'est ça. Une méta-analyse de 2020 a confirmé sa supériorité sur le cardio modéré pour réduire la graisse. C'est vraiment l'entraînement intelligent pour cette période de la vie. Ok, donc pour le sport, on a musculation pour construire le moteur et IIT pour brûler le mauvais carburant. Passons à l'assiette. Là aussi, on oublie les régimes drastiques, j'imagine. Absolument. Les régimes très restrictifs, c'est la pire chose à faire. Ça accélère la perte de muscle et ça ralentit encore plus le métabolisme. Non, l'approche est bien plus stratégique. Il y a deux grands axes. D'accord. Le premier, c'est de mener la guerre à la résistance à l'insuline. Pour ça, l'arme principale, c'est de privilégier les aliments à faible index glycémique et surtout d'augmenter massivement son apport en fibres.
on devrait viser 25 à 30 grammes par jour. Et les fibres, on les trouve dans les légumes, les légumineuses, les grains entiers. C'est ça. Et pour vous donner une idée de leur puissance, une étude de 2025 montre qu'une simple augmentation de 5 grammes de fibres par jour est associée à une réduction de 7% de la mortalité, toutes causes confondues. C'est un levier incroyable. Et le deuxième axe alimentaire? Le deuxième axe, c'est d'adopter un modèle global qui a fait ses preuves. Et là, toutes les revues scientifiques récentes sont unanimes. Elles plébiscitent le régime méditerranéen. Riche en légumes, en bonne graisse, en poisson. Exactement. Il coche toutes les cases easy. Il est anti-inflammatoire, riche en fibres, bon pour le cœur, bon pour le microbiome. C'est le cadre parfait pour intégrer un bon apport en protéines et en fibres. On entend aussi beaucoup parler du jeûne intermittent. C'est un peu la tendance du moment, alors bonne ou mauvaise idée dans ce contexte précis? C'est une question très pertinente. Les recherches qualifient ça d'approche, disons, prometteuse, mais controversée. D'accord, donc à apprendre avec des pincettes. Oui, le modèle 16-8 par exemple peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. Mais attention, pour certaines femmes, surtout si elles sont déjà stressées, le jeûne peut être vu par le corps comme un stress en plus et faire grimper le cortisol. Ce qui est contre-productif. Voilà. Et en plus, il faut réussir à manger assez de protéines dans la fenêtre de 8 heures, ce qui n'est pas toujours simple. Donc ce n'est pas une solution universelle. C'est clair. On a parlé sport, assiette, mais il y a deux éléments qui sont revenus tout le temps dans notre discussion. Le sommeil et le stress. J'ai l'impression que sans gérer ça, tout le reste peut s'effondrer. C'est exactement ça. On peut avoir le meilleur programme d'entraînement et le plan nutritionnel parfait, s'ils sont sabotés chaque nuit par un mauvais sommeil et chaque jour par un stress chronique. Les résultats ne seront pas là. Ils ne seront pas au rendez-vous. Leur importance est capitale. Les conseils sont connus, mais il faut les appliquer sérieusement. Une chambre fraîche et sombre pour le sommeil et des pratiques comme la méditation ou le yoga pour le stress. Ce ne sont plus des options bien-être, ce sont des piliers de la stratégie métabolique. Si on devait résumer, le message clé, c'est qu'il faut complètement changer de logiciel. L'idée, c'est pas de faire un régime comme à 30 ans, c'est de changer de système d'exploitation. C'est une excellente analogie. Et les piliers de ce nouveau système sont très clairs. 1. Des protéines élevées. 2. La musculation 3 fois par semaine. 3. Du IHIT 2-3 fois par semaine. 4. Une alimentation de type méditerranéenne riche en fibres. Et 5, le sommeil et le stress. La base de tout. Une priorité absolue. Et à l'inverse, ce qui est aussi important, c'est de savoir ce qu'il ne faut plus faire. Précisément. Ce qui ne marche pas et qui est même dangereux. Les régimes très hypocaloriques qui détruisent le muscle. Le cardio seul, sans renforcement. Ignorer ses besoins en protéines. Une erreur stratégique majeure. Et bien sûr, considérer le sommeil et le stress comme des variables d'ajustement. Ça mène droit à l'échec. Finalement, la conclusion est assez positive. Il ne s'agit pas de se battre contre son corps, mais de lui donner ce dont il a besoin avec ces nouvelles règles. L'objectif, c'est pas juste de gérer son poids, c'est de devenir plus forte, plus énergique et en meilleure santé. Exactement. La ménopause peut devenir une opportunité de rebâtir sa santé sur des bases vraiment solides. Une dernière pensée pour la réflexion. La plupart des stratégies dont on a parlé, elles visent à corriger les changements métaboliques une fois qu'ils sont déjà bien installés. Oui. Et ça soulève une question prospective que je trouve fascinante. Ah oui. On sait que ces changements, ils commencent des années avant, pendant la périménopause. Alors, on peut se demander, et si on adoptait ces stratégies de manière préventive ? C'est-à-dire avant que les problèmes n'arrivent. C'est ça. Si dès la quarantaine, on commence à augmenter ses protéines, à faire de la musculation, à gérer son stress, est-ce que ça ne pourrait pas agir comme une sorte d'assurance métabolique? Est-ce qu'on ne pourrait pas préparer le terrain pour que la transition se fasse plus en douceur et peut-être même empêcher que ces défis ne prennent autant d'ampleur? Prévenir plutôt que guérir, en somme. Voilà. C'est une piste de réflexion